Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'actualité tech et rétro gaming du mois de mars 2024. Après un mois de février assez pauvre en nouveautés, ce mois de mars a été bien plus riche avec quelques pépites à découvrir. Pour commencer, je me suis intéressé à un produit vu au MWC de Barcelone fin février. Il s'agit d'un ensemble ordinateur, manette et lunettes tout en un. Il existe maintenant pléthore de lunettes et de casques de réalité virtuelle à brancher sur PC ou sur console, mais Tecnomobile sort une version unifiée très intéressante. La manette embarque l'ordinateur, et les lunettes sont connectées en USB-C. La manette ordinateur embarque un processeur AMD Ryzen 7 8840HS avec 16 Go de RAM et 1 TB de stockage. La Pocket Go peut compter sur une batterie de 50 Wh pour alimenter l'ensemble, ce qui devrait être suffisant compte tenu de la faible consommation des lunettes. Celles-ci sont munies de deux écrans 0,71 pouces micro OLED qui permettent la vision d'un écran de 215 pouces à 6 mètres de distance. Il est à noter que ces lunettes peuvent être connectées à n'importe quel autre ordinateur pour être utilisées comme un écran externe. Très intéressante sur le papier, cette Pocket Go n'a pas encore de prix ni de date de sortie, mais c'est un produit à surveiller de près. En janvier, je vous parlais de la future console portable de MSI, la Claw, aujourd'hui arrivée dans toutes les bonnes crèmeries. Pour mémoire, il s'agit d'une console PC sur le modèle du Steam Deck de Valve, de la Lenovo Legion Go ou de la Aya Neo 2. Son originalité tient dans le choix du processeur utilisé. Là où toutes ses concurrentes font confiance à AMD, qui fait d'ailleurs merveille dans ce domaine, la Claw innove avec des processeurs Intel Core Ultra 5 et 7. Pourvu d'un GPU Intel Arc, je vous faisais part de mes réserves en janvier et les premiers tests semblent confirmer mes craintes. Les benchmarks dans les principaux jeux du moment, Cyberpunk ou Assassin's Creed, font état de 30% de performance en moins par rapport à l'AMD Z1 Extreme qui équipe les meilleures consoles actuelles. La console ne se rattrape pas du côté de l'équipement avec un écran de 7 pouces IPS qui fait donc l'impasse sur l'OLED, un très conventionnel 16 Go de RAM et une surcouche logicielle nommée MSI Center M encore très buggée. Proposée à un prix prohibitif de 899€ dans la version Core Ultra 7, je ne suis pas sûr que cette console attire les foules. Miyu me semble beaucoup plus inspiré que MSI avec cette console Miyu Mini Flip qui s'apprête à débarquer très prochainement. Sans doute très proche de la Miyu Mini Plus dont je ne cesse de vanter les mérites sur cette chaîne, cette console au format GBA SP devrait hériter d'un écran de 3,5 pouces et faire tourner les mêmes jeux que sa devancière. Le format clamshell de cette console devrait en séduire plus d'un, d'autant qu'elle embarque 2 sticks analogiques qui lui permettront d'explorer plus de jeux de la bibliothèque de la PS1. La console pourrait être disponible dans les tout prochains jours, en priorité sur le marché chinois ou par l'importation. Décidément très en forme en ce début d'année, à la suite de l'annonce de la Mini Flip, Miyu annonce l'arrivée imminente de la Miyu A30. Là encore très inspirée de la GBA et plus précisément de sa déclinaison micro, cette A30 devrait, là encore, hériter de hardware de la Mini Plus. Sans être une révolution technologique, cette console offre un choix de formats supplémentaires qui se compose maintenant de la Mini Plus au format Game Boy, de cette A30 au look Game Boy Micro, et enfin de la Mini Flip au format GBA SP. Cette A30 pourrait même sortir avant la Flip avec un prix contenu sous les 100$ et une qualité de fabrication chère à Miyu. Je continue sur le marché des consoles portables avec la Rolls, j'ai nommé la Pocket Analog. Si vous vivez dans une cave depuis 2021, sachez que cette console ne fait pas appel à l'émulation mais au FPGA afin de reproduire le plus fidèlement possible le comportement des consoles originales. La seconde particularité de cette machine, c'est d'accueillir les cartouches originales de nos chères consoles. Compatibles nativement avec les cartouches Game Boy, Game Boy Color et GPA, des extensions payantes permettent d'étendre sa compatibilité à la Game Gear, la Neo Geo Pocket, l'Atari Lynx et la PC Engine. Auparavant assez onéreux, Analog commercialise maintenant un pack à 99€ regroupant toutes ces machines. Là encore, assez cher, mais c'est assurément le meilleur moyen de retrouver les sensations de ces consoles de légende sans aucune entrave à la législation et avec la joie d'insérer le support physique. Sachez cependant que cette console Analog Pocket fonctionne sous OpenFPGA, ce qui permet de copier des ROM directement en mémoire, mais là c'est une autre histoire du côté de la légalité.
Toujours au rayon console, mais cette fois-ci pur prototype, ce Flip on Go m'a tapé dans l'œil. Cette machine combine un flipper et un jeu vidéo dans le creux de la main. Munie d'une tirette pour lancer la bille physiquement et de 2 boutons latéraux pour les flippers, cette machine possède un indéniable capital sympathie. Pour l'instant, les captures d'écran ne sont que des concepts, avec des tables très basiques, mais il n'y a aucun doute que cette machine se vendrait avec des jeux travaillés et l'ajout de fonctions comme la lecture musicale ou autre. Ce mélange machine physique et jeu virtuel pourrait faire mouche, même s'il reste encore un doute sur son hypothétique commercialisation. Je vous tiendrai au courant. Les ZX Spectrum, comme les Thomson chez nous en France, ont été parmi les premiers ordinateurs à démocratiser la micro-informatique outre-Manche. Machine simple, bon marché et facile à programmer, nombre de développeurs se sont fait la main sur son clavier à membrane. Cette machine revient à la vie sous forme d'une console portable nommée ZX Touch. Dotée d'un écran de 7 pouces d'une résolution de 1024 par 600 largement suffisante pour ce type de machine, elle est capable d'émuler tous les jeux des Spectrum 48K et 128K grâce à son processeur ARM Cortex M7. Même si je suis toujours dubitatif devant la réédition d'un ordinateur dépourvu de clavier, cette console a été pensée pour que les boutons en façade reprennent les principales touches utilisées dans les jeux. Dans le cas contraire, un clavier virtuel est aussi disponible à la demande en surimpression. Disponible pour un peu plus de 250 €, je ne suis pas sûr que son placement tarifaire la destine à un large public. Tous les amateurs d'émulation à base de Raspberry Pi connaissent la société Experimental Pi, qui commercialise toutes sortes de boîtiers capables d'accueillir les cartes de la marque à la framboise. Cette fois-ci, quelques mois après la sortie du Raspberry Pi 5, c'est au tour du Pi-Boy DMG X de faire son apparition. Simple adaptation du Pi-Boy DMG, ce boîtier est donc capable d'accueillir la toute dernière carte Raspberry Pi 5, et il conserve un écran de 3,5 pouces en 640 par 480 pixels, un châssis avec un système de ventilation, un haut-parleur, une batterie de 4500 mAh LiPo, avec un chargement USB Type C, et les boutons et gâchettes propres au format. Proposé à 180 € hors frais de port, auquel il faut ajouter 100 € pour une carte Pi 5, ce n'est décidément pas un modèle très économique. Toutefois, avec les connecteurs réseau et USB apparents, cet appareil pourra aussi servir d'ordinateur classique, avec un clavier, une souris et un écran externe. En février, la même société Experimental Pi annonçait la Pi-Boy Mini, son équivalent à base de Raspberry Pi 0 ou 02. Aujourd'hui proposé à 100 € environ, ce boîtier propose un format contenu, embarquant un écran de 3,5 pouces 640 par 480, accompagné des classiques boutons A, B, X, Y et de 2 mini-gâchettes à l'arrière. Ces contrôles sont largement suffisants vu de la puissance des cartes Pi 0. Muni d'une batterie de 2800 mAh, d'une prise jack 3.5 et d'une sortie HDMI, c'est une alternative intéressante au Miyoo Mini et ses dérivés, pour qui cherchent un peu plus de polyvalence, même si le concept commence sérieusement à sentir le réchauffer. C'est la mode actuellement des remasters, cela ne vous aura pas échappé. Après Tomb Raider le mois dernier, voici maintenant le remaster d'un des meilleurs FPS des années 90. Dark Forces est un jeu sorti en 95, développé par LucasArts. Il se déroule dans l'univers étendu de Star Wars et met en scène Kyle Katarn, un mercenaire rebelle, dans sa lutte contre l'Empire Galactique. Le jeu est salué pour son gameplay immersif, ses niveaux complexes et son scénario captivant. Dark Forces a été un précurseur dans le genre du FPS, introduisant des éléments de jeu de rôle et des missions variées, ce qui en fait un classique du genre. Aujourd'hui remasterisé dans une version 4K 120 fps, il en profite pour adopter des contrôles un peu plus modernes à la souris, en lieu et place des touches page up et page down pour regarder en haut et en bas, ce qui, avouons-le, fait très old school. Comme tout bon remaster, la trame scénaristique n'a pas bougé d'un ongle. Il faudra donc se replonger dans les FPS type labyrinthe, typique des années 90. Star Wars Dark Forces Remastered est disponible sur Xbox One, Xbox Series X et S, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch et PC. Puisque nous sommes dans les remakes, Microids vient d'annoncer le remake du jeu qui l'a fait connaître, la Mer Zone. Dans ce point and click créé en 1999 par le regretté Benoît Socal, à l'origine de la bande dessinée de 86, le joueur incarne un journaliste parti à la recherche de l'œuf des oiseaux blancs en Amerzone. Ce pays imaginaire, que l'on situe volontiers en Amérique du Sud, est un bon prétexte à la contemplation de paysages superbes qui fait la réputation du titre de Microids. Aujourd'hui revisité un quart de siècle plus tard, les développeurs en ont profité pour retravailler certaines énigmes et d'en ajouter de nouvelles, en espérant que l'âme du jeu original n'en soit pas trop altérée.
Annoncé sur les supports actuels que sont le PC, la Xbox Series et la PS5, nul doute que la nostalgie fera son office. Quand on parle de nostalgie, Atari n'est jamais bien loin, et c'est le cas ce mois-ci avec le lancement du programme Atari Recharge Arcade. La firme de Sunnyvale s'est associée à une toute jeune société américaine du nom de Alan One afin de rééditer ses 10 meilleures bornes d'arcade en les modernisant au passage. Le premier titre présenté est Asteroids, sorti en 1979, qui a été largement retravaillé pour l'occasion, avec des graphismes très néo-rétro, mais qui ne perd pas son âme pour autant, et qui reste fidèle à l'original avec ses tracés vectoriels. Jouable à 4 simultanément et embarquant quelques éléments de gameplay modernisés, comme des armes et de nouveaux ennemis, cet Asteroids version 2024 devrait ravir les amateurs. Pour terminer cette vidéo, et une fois n'est pas coutume, je termine par un livre. Il s'agit de la biographie d'un des acteurs majeurs du jeu vidéo, John Romero. Sobrement intitulé « Le gars qui a fait Doom », ce qui colle parfaitement à l'ego démesuré de son auteur, cette biographie plonge le lecteur dans l'enfance torturée du créateur de Doom, Wolfenstein 3D et Quake. Depuis ses débuts sur Apple II et des nuits blanches à coder jusqu'au succès de ses créations chez ID Software, le livre aborde également les relations compliquées avec l'autre protagoniste emblématique de ces sociétés, John Carmack. Voilà pour cette revue de l'actualité du mois de mars 2024, très riche en nouveautés. En attendant le mois prochain, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner, si ce n'est déjà fait.